Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Actu du Geek où il va y avoir plein de sujets, vous allez voir. Alors tout d'abord, je m'appelle Jean pour les nouveaux venus, j'ai été en vacances, il y en a certains qui le savent, pour quelques jours, donc sous la pluie, voilà, mais je suis revenu et je suis heureux de vous retrouver. Petite introduction pour dire, pour ceux qui me connaissent, je fais de temps en temps des introductions humoristiques, alors humoristiques, il y en a certains qui n'apprécient pas, mais d'autres qui apprécient, rassurez-vous, elles reviendront. Là j'ai un peu moins de temps à cause de mon travail et puis des périodes de vacances que je m'accorde dans les week-ends. Donc pour parler maintenant des sujets qui vont venir sur cette vidéo, ils sont nombreux, on va parler d'Intel, carte graphique, on va parler de TSMC, je vous invite à voir la vidéo, le JVD Top que j'ai fait ce week-end, le week-end dernier, en particulier sur TSMC, Intel, Samsung, pourquoi ils s'implantent aux États-Unis et en particulier en Arizona pour Intel et TSMC. Et vous allez voir, il y a plein de confirmations dans cette vidéo qui sont assez intéressantes. Et pourquoi TSMC ne va pas en Europe, je vais le dire aussi. On va parler aussi de PS5, on va parler de Xbox Series X et S, une nouveauté dessus, une nouveauté qui peut impacter les téléviseurs et je vais m'en expliquer. On va parler un petit peu aussi de Resident Evil Village. Et on va parler de Game Pass aussi, ne pas oublier le Game Pass. A tout de suite. Commençons par la Xbox Series X et S, il y a introduction du Dolby Vision, et oui, du Dolby Vision qui va arriver dans les jeux. Donc là c'est en essai pour quelques personnes, mais ça va arriver visiblement sur la Xbox Series X et S, et c'est très intéressant. Je vous rappelle que le Dolby Vision, c'est une quantification sur 12 bits. Le Dolby Vision, c'est sur la Xbox Series X et S, rappelez-vous, comme le Dolby Atmos. C'est assez intéressant, c'est comme le HDR, le High Dynamic Range. Ça permet sur une image d'augmenter la plage dynamique, c'est-à-dire qu'avant, lorsqu'on avait par exemple une zone très lumineuse, tout le reste était sombre, il n'y avait plus de détails à l'intérieur. Ou inversement, lorsqu'on voulait accentuer les détails sombres, on avait une perte finalement de luminosité sur la partie lumineuse. C'est-à-dire qu'on avait une plage dynamique réduite. Et bien grâce au HDR et encore plus au Dolby Vision, on a une plage dynamique accentuée. Ça nous permet d'avoir vraiment les détails dans les parties sombres alors qu'on a une partie très claire, une pique de luminosité on peut dire, en termes de candelas ou de nits sur une partie de l'image. C'est en 12 bits, mais je vous rappelle que tous les téléviseurs ont des dalles 10 bits, mais bon, ceci dit, l'exploitation se fait quand même. Pourquoi Dolby Vision est supérieur au HDR, HDR10+, en l'occurrence? Eh bien parce que ça peut monter jusqu'à 10 000 nits, et oui, 10 000 nits, ou 10 000 candelas de pic de luminosité, c'est-à-dire qu'on peut aller entre 0 et 10 000 candelas pour respecter la philosophie du cinéaste, de celui qui a fait la série, le film ou le jeu, c'est-à-dire sa vision du jeu, et on la retranscrit ainsi parfaitement, normalement, sur nos téléviseurs. Alors bien entendu, 10 000 nits, vous pensez bien, il n'y a aucun téléviseur qui n'atteint ce chiffre, même 4000 nits ou candelas, c'est le maximum qu'on obtient sur des écrans professionnels. Mais n'oubliez pas le mini LED. Le mini LED comme le Samsung Neo LED par exemple dont je vous ai parlé va jusqu'à 2000 candelas en pic de luminosité. Et oui, 2000 candelas, donc bien au-dessus du 1000 candelas du HDR en l'occurrence classique. C'est-à-dire que maintenant on a des valeurs supérieures au HDR et donc le Dolby Vision pourrait prendre tout son intérêt pour ce type d'écran. Malheureusement, Samsung ne fait pas le Dolby Vision, je vous le rappelle, il ne fait que le HDR10+, mais pas le Dolby Vision. Mais LG par exemple va faire du mini LED, vous le savez, TCL avec son 0 LED arrive aussi, et potentiellement tous ces écrans iraient au-delà de 1000 candelas ou 1000 nits, et donc ça permettrait d'exploiter pleinement ces écrans. Sauf qu'il y a un petit souci, et oui, c'est ma deuxième nouvelle, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très bien qu'on installe le Dolby Vision dans les jeux sur les Xbox, mais HDTV Test, Vincent de HDTV Test a signalé un petit problème sur les LG et à peu près sur tous les écrans, c'est-à-dire qu'aucun écran actuellement ne peut faire le 4K 120 Hz Dolby Vision. Et oui, visiblement la bande passante n'est pas suffisante. Alors les puces Mediatek qui sont, je vous rappelle, chez Sony, XH90, X900, la PS5, le A90J, le nouveau OLED super lumineux de Sony, eh bien tout ça fait que ça ne fonctionnera pas du tout. Apparemment le 4K 120 Hz, même le VRR, on a des doutes aujourd'hui qu'il sera un jour installé, et donc le Dolby Vision, c'est quasiment impossible, visiblement d'après ce que dit Vincent. À voir, à vérifier, mais il y a très peu de chance. C'est la même chose sur Panasonic et Philips, apparemment qui utilisent la même puce Mediatek, il faut le savoir. Les seuls qui peuvent s'en sortir aujourd'hui, c'est visiblement LG, parce que LG, ils ont leur propre système HDMI, mais ils ont du travail à faire quand même de leur côté, car le 4K 120 Hz Dolby Vision ne fonctionne pas pour l'instant avec la Xbox Series X et S, les essais qui ont été faits.
ça fonctionne en 60 Hz pour tout le monde, hein, je le précise, hein, 4K 60 Hz, Dolby Vision, ça fonctionnera pour Sony aussi, Panasonic aussi, avec le Dolby Vision, mais pas le 120 Hz. Seul LG, qui potentiellement a une solution, a pris le problème à bras-le-corps. Ils ont dit qu'ils allaient chercher une solution pour le C1, on espère, pour le C10 et le C9 aussi, entre parenthèses. Petite news concernant la PS5, Herman Hulst, vous savez, le patron de PlayStation Studio, a dit qu'il allait y avoir pas mal de sorties qui vont arriver, 25 sorties visiblement, dont une partie qui seront des studios tiers. Alors Herman Hulst, pour rappel, c'était l'ex-patron de Guerrilla Games. Et donc, on aurait des AAA et des petits jeux, on aura un peu tout le panel. Ce qui est intéressant sous cette déclaration, c'est que visiblement, parmi les studios tiers, donc des studios extérieurs aux studios PlayStation, il y aurait des studios qui feraient sans doute des exclusivités. On le sent arriver, c'est-à-dire par exemple comme Returnal, qui, je vous le rappelle, est une exclusivité pour l'instant PlayStation. Et donc, on aurait potentiellement d'autres exclus qui vont arriver sur la PS5, en l'occurrence, peut-être sur la PS4, mais surtout sur la PS5. Bon, c'est intéressant pour PlayStation, en fait c'est un peu pour contrer le Game Pass dont je vais parler juste après. Si PlayStation veut contrer fortement le Game Pass de Xbox, ils n'ont pas beaucoup de solutions, soit ils font un Game Pass équivalent, et je pense pas qu'ils aient les moyens de faire la même chose que Xbox, financièrement parlant, soit effectivement de multiplier les exclus, et ça ce sera beaucoup plus intéressant pour eux, puisqu'en plus on sera obligé d'acheter les jeux, et les jeux potentiellement à 80 €. Voilà, ça c'est une autre histoire, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les acheter en boîte, je le précise. Alors, bonne nouvelle pour les possesseurs de Game Pass comme moi, eh bien, Day One va arriver Dungeons & Dragons Dark Alliance de Wizards of the Coast. Je vous rappelle que Wizards of the Coast, c'est les créateurs de Magic. Magic, le célèbre jeu de cartes, le plus célèbre jeu de cartes qui existe. Et donc, ce jeu-là en particulier, ce RPG action, va arriver. Alors, c'est un multijoueur ou solo, il y aura une aventure solo, j'espère qu'elle sera intéressante parce que je vais plutôt jouer en solo au début. On pourra jouer 4 personnages, c'est-à-dire qu'on pourra jouer Wulfgar, Bruenor, Catti-brie ou le célèbre Drizzt, l'elfe noir de la saga qu'a écrit R.A. Salvatore. C'est une saga que je vous conseille de lire, qui est très très bien, qui se passe dans les royaumes oubliés. C'est un royaume de Donjons et Dragons très très célèbre et je dirais plutôt ancien. Donc comme je l'ai dit, on pourra jouer en multijoueur, on pourra jouer en solo. Et bien j'espère que l'aventure en solo sera intéressante car je vais probablement commencer comme ça. Petit tour par Resident Evil Village ou Resident Evil 8. J'ai commencé hier soir, il y avait ma femme qui était à côté, c'était assez marrant, on a fait le début ensemble, c'est-à-dire que j'ai commencé à la regarder, et je peux vous dire que c'est très très bien fait, hein. L'ambiance est vraiment bien faite, le début est assez, je dirais, fun, si on peut dire, c'était vraiment dans l'ambiance, j'avais mis le son à fond, on s'y croyait, on voyait quelque chose qui bougeait de partout, on ne voyait pas quoi. Bref, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas encore joué, mais le début est vraiment excellent, ça vous met tout de suite dans l'ambiance, croyez-moi. Donc je continuerai, et bien entendu, je vous reporterai ce que je pense de ce jeu, mais pour l'instant, c'est très beau, je dois le reconnaître, c'est très très bien, c'est dans l'ambiance, c'est bien fait, donc pour l'instant, je suis pleinement satisfait. On va rapidement parler d'Intel. Pourquoi je parle d'Intel? Eh bien parce que j'avais parlé, vous savez, des HPG DG, c'est-à-dire les futures puces graphiques qui allaient composer des cartes graphiques de Intel, qui vont sortir probablement en 2022, qui vont concurrencer Nvidia et bien entendu AMD. On l'espère tous, en tout cas, vu le nombre de cartes qu'on a à dispo de Nvidia et de AMD. Eh bien, il y a une petite news, parce que je me posais des questions, en particulier sur le Super Fidelity ou DLSS, qu'est-ce qu'ils allaient mettre finalement comme équivalent, et bien entendu sur le ray tracing. Eh bien, ils ont apporté un troisième pavé dans la marque qui est assez intéressant, car vous avez vu la nouvelle comme quoi sur GTA V, ils ont fait du machine learning, ils ont fait de l'IA, ils ont un programme d'IA et d'algo qui permet de faire du photoréalisme, et c'est plutôt bien réussi, on peut même dire que c'est excellent. Et ils promettent que ce sera possible dans les futures cartes graphiques. Actuellement, ils ont utilisé une RTX 3090 et il faut savoir quand même qu'il y a une demi-seconde de temps de retard sur le calcul. C'est en temps réel si vous préférez, mais il y a une demi-seconde de retard, ce qui peut être assez gênant pour jouer, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ils promettent que dans l'avenir, ce sera réglé ce problème et que donc, on pourra utiliser ça dans les moteurs de jeu, en l'occurrence en temps réel. Imaginez quand même la qualité graphique des jeux à venir avec ce type d'algo s'ils étaient implémentés dans les cartes graphiques. Alors ça utiliserait apparemment le G-Buffer, c'est-à-dire la mémoire tampon des GPU. Tous ces calculs-là, tous ces algos seraient faits en temps réel dans le G-Buffer. À voir bien entendu si ça ne ralentit pas fortement les calculs dans la carte graphique, parce qu'une RTX 3090
pas tout le monde l'a, en fait pas grand monde même. À voir donc si les futurs DG, c'est-à-dire les cartes graphiques d'Intel vont pouvoir supporter ça de façon optimisée, peut-être. Mais en tout cas c'est intéressant, ça prouve que Intel, ça fait un moment qu'ils travaillent sur la partie GPU aussi, sur tout ce qui est graphisme. Et d'ailleurs, on apprend également qu'ils sont en collaboration étroite avec pas mal de développeurs, probablement pour leurs futures cartes graphiques. Alors on a appris plein de choses intéressantes sur TSMC, son implantation en Arizona. Il y a eu plein de choses dites intéressantes. Juste après ma vidéo, comme quoi je suis un peu précurseur, un peu devin. En fait, c'est assez intéressant parce que ça confirme pas mal de mes dires. C'est-à-dire que TSMC va effectivement s'implanter en Arizona, ça on le savait, pour 10 à 12 milliards. La première fab qu'ils vont faire, c'est une mini-fab. Il faut le savoir, une fab 5 nanomètres qui va servir principalement Qualcomm, Apple et quelques autres fabricants américains. C'est une fab qui fera 20 000 wafers en 5 nanomètres, donc c'est pas une grosse fab. Il faut une fab, si vous préférez, une usine de process, de plaquettes de silicium. On appelle ça des fabs. Alors, en l'occurrence, il faut savoir que à Taïwan, ils sortent 140 000 wafers par mois sur le campus. Ce que l'on appelle un campus, ce n'est pas là où il y a des étudiants, mais là où il y a un regroupement, en particulier de fabs, d'usines de process. Donc, il y en a plusieurs à Taïwan, comme Intel par exemple. En Arizona, à Phoenix, ils en ont plusieurs. Ils ont la Fab 32, Fab 42, etc., etc. Eh bien, TSMC va implanter sa première fab dans son campus, mais il faut savoir que dans le futur, ils prévoient déjà une fab 3 nanomètres et ils envisagent même une fab 2 nanomètres. Une fab 3 nanomètres qui ferait entre 20 et 24 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup plus cher déjà. Et pour le futur, on verra, ça dépendra un peu des subventions finalement de Biden. Et oui, car TSMC ne s'en cache pas, ils attendent des subventions de la part des États-Unis, de Joe Biden, de son administration. Car Joe Biden a dit qu'il donnerait 50 milliards pour promouvoir tout ce qui est semi-conducteur sur son territoire. Et donc, bien sûr, TSMC en veut une partie. Il faut savoir d'ailleurs que Samsung va construire une seconde fab au Texas. Et oui, à côté de sa première fab, peut-être pour servir d'ailleurs Nvidia, et sûrement pour faire du 5 nanomètres aussi. Et bien entendu, pour recevoir des subventions. Elle coûterait 17 milliards de dollars. Et ce qui est marrant, c'est que dans ma vidéo, j'avais parlé de tout ça, je vous invite vraiment à la regarder, cette vidéo, le dernier JVD Top que j'ai fait. J'avais dit, il s'implémente aussi en Arizona, à Phoenix, à côté d'Intel, parce que finalement c'est un vivier. Eh bien ça n'a pas manqué, puisqu'ils ont déjà débauché qui? Ils ont débauché Benjamin Miller. Et c'est qui Benjamin Miller? Eh bien c'était le directeur des ressources humaines d'Intel. Vous imaginez, après 25 ans passés chez Intel, ils ont débauché le directeur des ressources humaines. C'est quand même pas si mal que ça, parce que le directeur des ressources humaines, il connaît qui? Eh ben, il connaît les employés d'Intel. Il connaît aussi les salaires, il connaît les revendications, il connaît les meilleurs employés, enfin ceux qui sont le plus techniques, ceux qui peuvent être le plus intéressants. Pour qui? Pour TSMC. Vous commencez à comprendre, et d'ailleurs TSMC a dit qu'ils avaient déjà recruté, on ne sait pas trop où, mais on s'en doute, 250 ingénieurs, dont une centaine va partir pendant plus d'un an, entre 12 et 18 mois, à Taïwan pour être formés à la mode taïwanaise, et oui, à la mode TSMC. Parce que le patron de TSMC a quand même précisé que oui, c'était une opportunité en début de cycle, c'est-à-dire maintenant pour Taïwan, pour TSMC, mais que sur le long terme, c'était peut-être pas si intéressant que ça, les États-Unis. Et oui, parce que visiblement, l'investissement de la part des employés aux États-Unis n'est pas le même qu'à Taïwan. On s'en douterait un petit peu en termes ne serait-ce que d'horaire et de vacances. Et donc, il dit attention, attention, il faudrait peut-être que ça change. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cet article, c'est que l'on apprend, vous savez, qu'il y a un projet européen qui s'appelle Eurofab, pour rapatrier aussi du semi-conducteur en Europe. Sauf que TSMC n'est pas du tout intéressé, et je pense que l'Europe n'est pas très intéressée non plus. Alors je ne parle pas de l'Europe elle-même, mais plutôt des industries en Europe. Je vais m'en expliquer. TSMC n'est pas très intéressé de venir en Europe parce que déjà le coût de la main d'œuvre est cher, vous connaissez, c'est même peut-être plus cher encore finalement si on compare avec les vacances et tout ça qu'aux États-Unis. Et surtout, il faut savoir que TSMC, sa clientèle, c'est 67% aux États-Unis. Lorsqu'ils fabriquent des plaquettes de silicium, 67% partent aux États-Unis. Et oui, et combien en Europe? Eh bien seulement 6%. Le reste va partir en Asie-Pacifique. Donc 6% en Europe, ça n'intéresse pas vraiment TSMC de fabriquer du semi-conducteur, des plaquettes de silicium en Europe. Alors vous allez me dire, mais je ne comprends pas, il y a plein de PS5, de téléphones qui sont vendus, de mobiles, etc. Oui, mais ça c'est les fabricants, c'est les assembleurs, ceux qui utilisent les puces. Mais ceux qui achètent les puces comme Nvidia, comme AMD, comme Intel, même s'ils ont leur propre fab, eh bien eux, c'est aux États-Unis essentiellement qu'ils sont basés.
on achète des cartes graphiques aux États-Unis, on achète plutôt des consoles au Japon, même si PlayStation, je vous rappelle, la direction de PlayStation est aux États-Unis, et Xbox, c'est aux États-Unis. Voilà, donc effectivement, TSMC, de sa vision, de sa position, lui, voit qu'il vend essentiellement aux États-Unis, donc aucun intérêt de s'implanter en Europe. Mais les Européens, alors je ne parle pas de Bruxelles, mais je parle plutôt des industriels, ne sont pas très intéressés non plus par TSMC. Pourquoi? Parce que le 7 nanomètres, ils n'en ont rien à faire. Et oui, il y a très peu d'industries en Europe qui utilisent le 7 nanomètres. Je vous précise qu'il y a essentiellement de l'automobile, par exemple, en Europe. Or, l'automobile n'utilise pas le 7 nanomètres, il utilise du 14 nanomètres, du 22 nanomètres et plus. Ils n'utilisent absolument pas du 7 nanomètres. Ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est plutôt des industries qui fabriquent du 14 nanomètres, voire plus, mais sûrement pas du 10 nanomètres, du 7 nanomètres, du 5 nanomètres pour le moment. Donc, eux, ce qu'ils voudraient, c'est plutôt des industries de ce type-là. D'ailleurs, Intel va peut-être investir 9 milliards en Europe pour ce type de fab-là, et TSMC peut-être investira effectivement sur ce type de fab-là en Europe. Pour finir cette vidéo, bah écoutez, je vais vous raconter une petite histoire et je le développerai plus dans la semaine. Et je suis allé, pendant mes congés, voir un peu les cartes graphiques en ville parce que je continue à espérer assembler un PC. Et donc, à Limoges, en l'occurrence, je suis allé voir plusieurs, on va dire, vendeurs de cartes graphiques, enfin, vendeurs de matériel PC, un d'occasion qui n'avait aucune carte graphique, un autre qui était fermé jusqu'au 17 mai, pas de chance, et donc je me suis rabattu sur LDLC. Et oui, un LDLC à Limoges, un petit LDLC qui était pas si mal que ça, le vendeur sympathique. Et donc, je lui ai demandé s'il avait des cartes graphiques, il m'a dit oui. Et il m'a montré, il avait par exemple deux RX 6700 XT. C'était pas mon premier choix, mais après tout, vis-à-vis d'une 750 Ti, ma foi, c'est toujours mieux. Hein. Et donc, j'ai dit, bah ok, donnez-moi le prix. 479 €, normalement, je vous rappelle, prix AMD. Il a tapoté sur son clavier et il m'a dit, LDLC propose la RX 6700 XT à 1289 €. 1289 €. Vous avez bien entendu. Alors heureusement, j'étais appuyé sur le comptoir, vous voyez, parce que sinon je pense que je serais tombé. Donc c'est même plus 2 fois le prix, c'est presque 3 fois le prix. On s'envole, on décolle, on est parti pour Mars. Donc vous avez bien compris qu'à ce prix-là, ben, je suis parti du magasin. J'ai même pas attendu, on va dire. Et que ben, ça, voilà, ça continue quoi. Donc je vais faire une petite émission là-dessus, je pense, ainsi que sur l'assemblage du PC, parce que où va l'argent? Et vous verrez que ça ne va pas à TSMC, que pour moi ça ne va pas ni à Nvidia ni à AMD, que les taxes sont toujours les mêmes, et donc je me dis qu'il y en a certains qui doivent se servir grassement, et que ce n'est pas forcément les vendeurs. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut la bande de nazes!